Culture chic, influence pop, courant choc, bienvenue dans Version française, le magazine qui annonce la couleur en 100% bleu, blanc, rouge. Et aujourd'hui, je vous propose un numéro spécial gastronomie. Le vin est appréciable à nos tables, mais que savez-vous de lui? La Cité du Vin à Bordeaux lui rend hommage et se livre à nous. Santé! Pour rester dans les étoiles, le chef Guy Savoie nous a reçus au cœur de la Monnaie de Paris. C'est notre portrait du jour. Ah, la Grèce, son eau turquoise, sa cuisine méditerranéenne. Voici 3 adresses parisiennes pour vous donner un petit goût de vacances. Alice Ril sort la porcelaine des cuisines et l'érige en œuvre d'art sur les murs, envoûtant. Dénichés aux 4 coins de France, voici les immanquables de la Samelle. C'est le point de vue. Derrière une jolie façade, au cœur du 11e arrondissement, se cache l'atelier de torréfaction. Ici, le motto c'est « Torréfaction maison, café à des prix qui ne dépendent pas des fluctuations du marché et surtout producteurs mieux payés ». Ça donne envie de s'asseoir 5 minutes et de siroter un café du Brésil, Rwanda ou encore Mexique. De nombreuses théories ont fleuri autour de cet emblème parisien, la baguette de pain. Pour certains, elle fut créée par les boulangers de Napoléon Ier, jugée plus facile à transporter par les soldats. Pour d'autres, elle ne serait qu'une adaptation du pain viennois arrivé à Paris dans les années 20. Ce qui est sûr, c'est que tous ces mystères continuent à nous faire craquer. Si vous transpirez à grosses gouttes quand on commence à parler vin à table et que vous ne voyez toujours pas la différence entre vignoble, cépage, domaine et appellation, cet ouvrage est fait pour vous. La carte des vins, s'il vous plaît, est un atlas pour les curieux débutants qui s'intéressent à la viticulture à travers le monde. Alors, rouge ou blanc ? La ville lumière a bien des ressources et notamment pour satisfaire les becs sucrés. Le miel Apis Sivi est fabriqué de manière 100% parisienne par les créateurs de la maison et surtout par les abeilles de la capitale qui viennent butiner aux 4 coins de Paris, jardinières, parcs et autres jardins. Et en plus, elles participent à la pollinisation de la ville. Impossible de passer à côté de ce drôle de bâtiment. Aujourd'hui, rendez-vous à Bordeaux pour découvrir les coulisses de la Cité du Vin. Aux abords de la Garonne trône un monument pas comme les autres et à l'architecture bien particulière. Inaugurée en 2016, après 3 ans de construction, la Cité du Vin est un centre culturel qui met en avant les vins de Bordeaux et de sa région, mais loin d'être chauvin, la cité propose également de découvrir les vins du monde entier. Un lieu qui a vu le jour grâce à un financement public, mais également grâce à l'aide de nombreux mécènes. Mais avant d'en découvrir les coulisses et de jouer aux funambules sur la coursive du toit, Sylvie Caz, la présidente, nous raconte les secrets de fabrication de ce lieu qui a pris racine il y a quelques décennies déjà. C'est un vieux projet qui a environ une vingtaine d'années. À l'origine, on voulait créer un lieu pour expliquer les vins de Bordeaux et la culture des vins de Bordeaux, qui ne s'était pas fait pour différentes raisons. Et puis, il y a une dizaine d'années, nous avons pu reprendre ce projet en lui donnant une dimension beaucoup plus importante et beaucoup plus universelle. Donc on ne parle plus que des vins de Bordeaux, mais de tous les vins du monde. Situé à l'entrée de la ville, impossible de passer à côté de son architecture tout en rondeur, pensée par les architectes Anouk Legendre et Nicolas Desmazières. Si vous regardez bien, à quoi la structure vous fait-elle penser? Une idée? Allez Sylvie, donnez-nous la réponse. Anouk a voulu représenter ce qu'elle pense être l'âme du vin. Elle a voulu représenter en fait le vin qui tourne dans le verre. Et c'est pour ça que vous avez cette forme, en fait, on a l'impression que l'architecture est en mouvement, que le mouvement ne s'arrête pas, il n'y a pas de couture. Et donc c'est pour ça aussi que nous avons cette tour qui représente le vin qui, une fois qu'il a tourné dans le verre, remonte dans le verre. Ça vous dit d'aller voir ça de plus près? Direction la coursive. Attention, privilège ultime, car très peu de personnes y ont eu accès et vous allez comprendre pourquoi. On passe d'abord par la salle des machines, puis on doit grimper cette échelle abrupte. Une fois au sommet, il n'y a pas meilleur angle pour observer l'architecture. Alors ici, bien sûr, personne n'a accès sur cette coursive. Vous avez vu l'échelle, il faut grimper. Et bien entendu, d'ici, on voit beaucoup mieux en fait les lignes de l'architecture. On comprend mieux ce mouvement que l'architecte a voulu donner, ce mouvement du vin qui tourne dans le verre. Et vous voyez cette courbe qui n'est pas régulière, il n'y a aucune couture, et ce mouvement très élégant qui remonte vers le ciel.
Et à l'intérieur, à quoi ça ressemble? Pensé comme un parcours interactif, on ne lésine pas sur le sujet en lien avec le fameux nectar. Et 2 fois par an, ce parcours est complété par des expositions temporaires. Mais avant de ressembler à ça, il y a tout un travail en amont. Et voilà à quoi cette pièce ressemble avant travaux. Il faut faire marcher son imagination. Un projet d'exposition, c'est 3 ans de travail. Donc on commence à réfléchir à un sujet, après on fait souvent des missions de repérage, ça c'est la première année, et à partir de 2 ans avant l'ouverture, on fait tout ce qui est demande de prêt, et ensuite c'est 1 an avant qu'on va travailler sur la mise en espace avec un scénographe, un graphiste, un éclairagiste. Pour l'instant, on a honoré tous nos sens, sauf nos papilles gustatives. Alors, Élodie et Catherine nous ont donné rendez-vous, car ce sont elles qui sélectionnent les vins qui sont étudiés lors des ateliers proposés à la Cité. Alors, on sent qu'il y a de la texture. Oui, une jolie couleur un peu très brillante, plutôt voilà, une jolie couleur rubis. Une sélection méticuleuse qui fait marcher tous les sens. Le goût, mais pas seulement, on a aussi le nez, et aussi la vue, l'apparence. Et l'idée, c'est voilà, de les décortiquer séparément et de comprendre un peu toutes ces différentes sensations. Et si vous n'êtes pas trop du genre à recracher ce que vous goûtez, vous pouvez toujours aller boire un verre au dernier étage tout en admirant la vue sur Bordeaux et la Garonne. Mais attention, on vous rappelle bien que, évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors allez-y avec modération. Aussi beau pour les yeux que savoureux pour les papilles, la cuisine du chef Guy Savoy est pleine de richesses du terroir. Portrait à déguster. S'il existait une 4e étoile, Guy Savoy l'aurait certainement décroché depuis longtemps. Il est l'un des plus grands chefs au monde, il mériterait donc bien d'avoir un restaurant à la hauteur de son talent. La Monnaie de Paris, une vue imprenable sur la Seine et des cuisines aussi grandes que lumineuses. Comme chaque matin depuis plus de 50 ans, le chef reçoit les produits frais. Oui, on a bien dit au moins 50 ans. Et pourtant, on a l'impression que c'est son premier jour. C'est le premier plaisir de la journée, quoi, lorsque tout ça arrive, parce que c'est un peu magique. Il y a des gens qui se sont levés très tôt, qui sont partis à la pêche, d'autres qui l'ont transporté jusqu'ici. Il ne faut jamais oublier tout ça. L'émerveillement du cuisinier commence bien sûr par les produits. C'est ce qui nous donne envie. Des homards bien réveillés, un turbo bien en chair de 10 kg, des sols hyperactives. Avec ces produits d'exception, on croirait presque qu'il y a un océan aux portes de Paris. On profite de la générosité de la planète, en fait. 90% du travail du cuisinier est fait avec ce type de produit. Nous, on n'a plus rien à faire derrière. C'est juste le respecter, tout simplement. Nous, maintenant, l'objectif, c'est leur donner une nouvelle vie sous forme de réalisation et le geste n'est pas anodin, qu'on va déguster, donc on va ingérer. La cuisine, c'est quelque chose de fort, c'est pas banal. Le fait de manger n'est pas banal. Pendant que les cuisines se réveillent doucement, la brigade en salle prépare les tables. Ah, revoilà le chef, c'est l'heure de la réunion avec tout l'état-major de la cuisine. J'ai vu que les sols étaient arrivés ce matin. Oui. Elles sont arrivées par la Seine ou quoi? Elles sont vivantes, non? Non. La préparation de la carte du printemps, c'est une réflexion collégiale. Le chef crée un cadre, surveille qu'il ne soit pas dépassé, mais pour le reste, il implique toute son équipe. Tout petit peu d'estragon, ou qu'est-ce qu'on fait? Estragon? Oui. Ouais. On s'aperçoit que c'est avec des gens très 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 différents qu'on fait une équipe cohérente. Qu'on fait une équipe qui fonctionne. Donc chacun a sa personnalité. Et puis, c'est ces différentes personnalités, ces différentes sensibilités qui permettent d'affiner un peu plus et d'aller un peu plus loin dans tous les détails. En cuisine, les casseroles commencent à chauffer. Le chef, lui, a rendez-vous avec Patrick Chêne, un ami vigneron devenu son fournisseur de belles bouteilles. Mieux qu'un ami, un client. C'est une histoire qui dure depuis plus de 30 ans entre les deux gourmets. Alors forcément, Patrick connaît bien la cuisine du chef. Vous avez 2 routes devant vous, une qui monte, une qui descend. Guy prend toujours celle qui monte. Et c'est ça l'expertise, c'est ça l'excellence. Et c'est comme ça que je le définirais, c'est des gens qui ont l'excellence. Et s'il n'y avait pas cette excellence,
Ben, on aurait Guy Savoie en 2016 formidable, en 2017 un peu moins bien, en 2018 formidable. Et ce n'est pas le cas. Moi, c'est ce qui m'impressionne, là plus chez l'ami, mais chez le cuisinier, chez le chef d'entreprise aussi. C'est cette excellence qui est sans limite et surtout sans faille. C'est ce qui fait les grands. Maintenant, fini de déguster, c'est bientôt l'heure du service. Dans les salles, les tables sont prêtes pour accueillir les premières papilles. Assiettes, sculptures, peintures, le restaurant baigne dans l'art car le chef en est un amateur. L'artiste Fabrice Hibert a réalisé plusieurs œuvres pour lui. La dernière a même été directement faite sur les murs. Il y avait un problème dans ce salon, il y avait un côté sombre et donc il fallait mettre quelque chose et donc j'ai décidé de dessiner ces artichauts et peut-être faire petit à petit une forêt d'artichauts, pourquoi pas. J'adorerais, parce que c'est un hommage à Guy aussi, parce que sa fameuse soupe aux artichauts et aux truffes. Et les convives le remarquent et certains demandent à être près des artichauts. Donc ils dégustent la soupe d'artichauts dans une forêt d'artichauts. On aurait bien continué à sourire avec le chef, mais le service va commencer. Rassurez-vous, on ne le quitte pas pour très longtemps. On retrouve sa joie de vivre et sa passion dans ses assiettes. Rien d'étonnant finalement pour un chef aussi gourmand. Bonjour Guy. Bonjour. Guy, en se fiant au guide, la liste, à tous les étoiles que vous avez au Michelin, au TOC et autres, vous êtes le plus beau restaurant du monde. Qu'est-ce que ça vous fait en entrant le matin? C'est une vraie chance d'être dans un lieu, alors je ne sais pas si c'est le plus beau, en tout cas il est unique. Il est unique parce que dès que vous regardez par l'une des 11 fenêtres, je ne parle pas des fenêtres de la cuisine, je parle juste des fenêtres de la salle, vous identifiez Paris tout de suite. Complètement. On voit la Seine, on voit le Louvre, on voit la Samaritaine, on voit le Pont Neuf, le Pont des Arts. La magie s'opère non seulement avec ce que je vis moi, mais la magie s'opère aussi auprès des équipes. Parce que je crois je suis même certain qu'on est le seul restaurant au monde où les cuisiniers ont la même vue que les convives. Guy, ça fait bientôt 50 ans que vous êtes derrière les fourneaux, on va dire 25 ans. Est-ce que la passion, elle est toujours là? Mais alors, je vais rajouter à ces 50 ans, vous allez me dire que j'ai l'art de rajouter des choses. 50 ans, mais comme dans nos métiers, on fait 2 journées en une, ça fait donc 100 ans que je travaille. 100 ans. Si je n'étais pas animé par l'envie, par la passion qui débouche forcément sur l'enthousiasme et toute la jeunesse qu'il y a autour, parce que c'est pas un restaurant que je dirige, c'est un club de sport. C'est une équipe de sport, voilà. C'est un club de sport. J'en suis à la fois le président, parce que le coach. Je préside le capitaine, l'entraîneur. Malheureusement, il m'arrive parfois d'être obligé, je dis bien obligé, de faire l'arbitre. Parce que, voilà, mais c'est ça, et toute cette jeunesse autour. Mais moi, je ne sais pas si eux, ils ont envie de me ressembler, tous ces jeunes. Mais en tout cas, moi, au quotidien, mais j'ai envie de leur ressembler. J'ai envie d'avoir les mêmes mots, j'ai envie d'avoir le même dynamisme, j'ai envie d'avoir la même envie, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre à ces jeunes qui vous admirent, qui veulent être comme vous? Leur faire prendre conscience qu'on fait un métier merveilleux, qu'on est en permanence dans l'instantanéité. À partir du moment où le produit est chez nous, il faut le magnifier, mais dans un rythme formidable. Ce qui me fait me dire que la cuisine est l'art de transformer instantanément, le mot instantanément est primordial, en joie, des produits chargés d'histoire. On ne peut pas parler de votre parcours sans citer peut-être votre maman, oui, et ce qu'elle vous a transmis, mais aussi sans dire que la cuisine, en fin de compte, c'est de l'éphémère. On dit que c'est de l'éphémère, mais ce qui nous marque tous, ce sont les goûts de notre enfance. Absolument. Et quelles sont vos premières émotions gustatives? Alors, si j'en crois ma maman, parce que j'étais trop jeune pour m'en souvenir, elle me dit que l'artichaut était ma purée de légumes préférée. Et aujourd'hui, c'est votre plat signature. Voilà, donc aujourd'hui, la soupe d'artichaut à la truffe est le plat signature. Alors bon, est-ce qu'il y a une relation ou une liaison, pour reprendre un terme culinaire? Je ne sais pas, mais très certainement. Je veux dire, moi, pour que j'embrasse ce métier, il a fallu que j'ai des sensations, lorsque je mangeais, différentes des autres sensations. Moi, mes journées, elles étaient ponctuées
de menu, sans jeu de mots plaisir, qui était le petit déjeuner, la pomme à la récré, et après la récré, je pensais au déjeuner qu'elle avait préparé. Et après, je pensais au goûter. Donc, c'était pour moi des objectifs. Qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui, Guy Savoy? Qu'est-ce qui me fait rêver? La vie, parce que tout vous simplement. avez tout su. Mais non. Toutes les récompenses, voilà, vous les avez tous su. Mais la vie, tout simplement. Est-ce que vous avez le temps de profiter de la vie? Mais profiter, moi je profite. Actuellement, je profite de la vie. Profiter de la vie, c'est pouvoir se lever le matin, hein, et puis d'avoir des projets pour la journée. On est dans l'après-midi, mon prochain projet, c'est le dîner de ce soir. Hein, et puis après, on verra. Et puis ce week-end, il y aura des choses différentes. Peut-être que je me ferai une randonnée en montagne, ou j'en sais rien. Mais peu importe, mais la vie, quoi. J'irai peut-être voir un match de rugby ou un Grand Prix de Formule 1, je sais pas. En tout cas, ça vous réussit très bien, cette philosophie de vie. Merci beaucoup, Guy. Merci. Pas la peine de danser le sirtaki pour que la graisse vous fasse tourner la tête. Rendez-vous à Paris pour découvrir toutes ces saveurs ensoleillées. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et pris un aller simple pour la Grèce sans quitter Paris. Lorsque l'on pense à la Grèce, pas besoin d'être un grand gourmand, on n'a qu'une chose en tête, la gastronomie. Et on aurait tort de s'en priver. Elle fait partie du fameux régime méditerranéen inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO, sans s'encombrer du luxe des restaurants étoilés, des fruits et légumes frais, du fromage de brebis ou de chèvre et surtout de l'huile d'olive. Dans ce restaurant parisien, on l'utilise sans modération et parfois là où on ne l'attend pas. On utilise l'huile d'olive même pour les desserts. Quand en Crète, il n'y a pas beaucoup de beurre, on utilise l'huile d'olive. C'est plus léger. En fait, ça passe très bien, c'est aromatisé, c'est fruité. Bien sûr, il faut une bonne huile d'olive. Et oui, avec son petit accent certifié 100% crétois et son franc-parler, Vassili, le patron, vous fait voyager en quelques bouchées. Il a ouvert ce restaurant en 2002 pour faire connaître la cuisine de son île et l'huile d'olive qu'il produit là-bas. Dans les assiettes ou sur les tables, de nombreux aliments ont aussi fait le voyage. On fait importer aussi les yaourts, que c'est pas facile à trouver ici. On fait importer aussi le fromage, le feta de chèvre ou feta de brebis. Et les gens viennent ici pour chercher les qualités, soit au niveau boisson de vin, ou soit les plats de viande ou de poisson ou de notre spécialité, comme c'est les boulets de viande, les brochettes marinières, moussaka, l'agneau avec les légumes. Et vous l'aurez compris, il est peu probable que vous ayez encore un petit creux à la fin du repas. À ce propos, il paraît que le gâteau à l'orange et à l'huile d'olive est prêt. Que diriez-vous maintenant d'un petit tour dans le 16e arrondissement pour digérer tout ça? Rue Georges Bizet, si vous prenez la peine de lever un peu les yeux, un monument massif en impose pas mal, malgré la coupole discrète. C'est la cathédrale grecque orthodoxe Saint-Étienne. Sa construction remonte à la fin du 19e siècle à la demande de Démétrius Kilisi, un riche patron de banque installé à Londres. Il voulait à l'époque que la diaspora grecque de Paris ait un lieu de culte. Et aujourd'hui, les paroissiens continuent de se presser aux messes, bien souvent prononcées en VO. Et si la prière ce n'est pas vraiment votre truc, vous pourrez toujours profiter du dépaysement une fois les portes poussées et admirer l'art religieux, bling bling juste ce qu'il faut, qui occupe chaque recoin de la cathédrale, des vitraux au tableau, en passant par les multiples reliques. Après ce festin du corps et de l'esprit, il faudrait peut-être faire un peu d'exercice. Direction la scène du théâtre du gymnase, changée en piste de danse une fois par semaine par la compagnie et académie Parthénon. Une trentaine de danseurs parisiens qui retrouvent leurs racines grecques et alentours sur les rythmes de chez eux. La danse grecque est composée vraiment de milliers de danses et on n'en finit jamais, de découvrir de plus en plus de mélodies de danse en fait. C'est une tradition vivante, c'est encore d'actualité. On va aujourd'hui, comme avant, à la fête du village ou de la ville. Et en fonction de la région ou du département ou du lieu, il y a ses coutumes et ses traditions. Et c'est une tradition, encore une fois, vivante. Ça veut dire que les pas de base ne meurent pas. Vous ne pensiez tout de même pas qu'il n'y avait que le sirtaki. Il existe des dizaines de danses différentes et autant de costumes.
La compagnie a déjà réuni près d'1 millier de tenues et continue d'en confectionner pour toujours plus coller au folklore local. Ce ne sont pas des professionnels, mais ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont pour se faire les ambassadeurs de la culture grecque. C'est un gros travail de recherche, tout simplement. C'est un gros travail de recherche sur la musique, mais effectivement aussi sur les costumes. Il y a un vrai travail de broderie et les gens sont souvent impressionnés, même en Russie. On a gagné un prix pour nos costumes. En tournée sur les scènes françaises et européennes, ces danseurs ne sont pas snobs pour autant et proposent des cours, même pour les débutants. Alors en attendant vos prochaines vacances, vous savez sur quel pied partir pour faire le plein de soleil. Fragile et délicate, la porcelaine se froisse dans les mains d'Alice Riel et devient sculpturale. C'est notre focus du jour. Quand Marco Polo parcourt la Chine en 1275, il découvre une céramique translucide et fine que personne ne connaît en Occident. Il décide de l'appeler porcellana, du nom d'un coquillage nacré très prisé par les Romains. Immédiatement, les têtes couronnées d'Europe en raffolent. Toutes font importer ces trésors chinois que personne en Europe n'est capable de reproduire. Durant des siècles, potiers et alchimistes tentent de percer le secret de la porcelaine chinoise. En 1709 exactement, on découvre enfin la formule. Il fallait ajouter du kaolin, un argile blanc. Il aura fallu patienter 4 siècles pour que l'Occident découvre enfin le mystère de cette terre. Et il aura aussi fallu un peu de temps à Alice pour rencontrer la porcelaine. À 30 ans, la jeune femme quitte son travail pour une formation à l'école de céramique. Tout de suite, c'est un coup de foudre. C'est sa blancheur, et puis aussi elle a un grain très fin. Elle a une sorte de pureté, cette terre, qui m'a toujours intéressée. Et puis c'est aussi quelque part une terre qui est un petit peu capricieuse, parce qu'elle se déforme beaucoup pendant la cuisson. Il y a une sorte de collaboration de la porcelaine, puisque les mouvements que j'initie durant le travail, elle va les poursuivre. Et pour faire plus ample connaissance avec la porcelaine, Alice s'est accrochée au fil de son enfance. Ça a été vraiment une façon pour moi de m'approprier la porcelaine que de l'associer avec la dentelle. Parce que mes grands-mères tricotaient, crochetaient beaucoup. Donc j'ai passé beaucoup de mon enfance avec elles à pratiquer des travaux d'aiguille. Et c'est vrai qu'associer cette matière dentelle qui avait pour moi une résonance familiale, c'était une façon de m'approprier la porcelaine qui était une matière nouvelle et inconnue pour moi. Elle reste alors fidèle à la porcelaine et à la dentelle. Et dans son atelier, il y a peu de chances que vous trouviez de la couleur. Moi j'aime beaucoup le blanc, j'aime sa lumière en fait avant tout. Cela dit, le blanc en soi ça ne veut rien dire, il y a effectivement plein de teintes de blanc. Quand je travaille des teintes, j'ai travaillé plus dans une idée de blanc cassé, de casser le blanc, de le souligner, de le soutenir, plutôt que de vraiment travailler en couleur. Et effectivement le but c'est de donner du relief, encore plus de relief, du relief dans le relief au fait. La jeune femme a commencé par des petites pièces avant de voir les choses en grand. Dans mes rencontres professionnelles, j'ai commencé à avoir des demandes pour des pièces plus grandes. Et donc mes fours ayant la taille qu'ils ont, il a fallu que je trouve quelque chose pour pouvoir travailler dans des plus grandes dimensions. Et c'est justement grâce à la dimension murale et au fait d'assembler de façon très libre plein de pièces pas très grandes à la base, que voilà, j'ai répondu à cette contrainte de travailler grand avec des petits fours grâce à ce travail d'installation murale. À la manière d'un puzzle, les œuvres d'Alice prennent vie pièce par pièce, un univers poétique qu'elle puise dans la nature. J'aime donner l'idée que la porcelaine est toujours en vie, la sensation qu'elle peut continuer à pousser sur les murs, presque même qu'elle sort des murs, qu'elle n'est pas plaquée sur le mur, mais qu'elle s'est mise à pousser depuis le mur. Donc tout ce qui est vivant, que ce soit végétal ou animal,
est une source d'inspiration pour trouver et étudier ce mouvement. Et d'une page blanche, Alice crée une promenade romantique au beau milieu d'un jardin minéral. Cette émission gourmande est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!